Donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter Léa Pilette, qui a déjà été présentée par Jean-Arthur indirectement, qui vient de prendre un poste à l'IRISA à Rennes, où elle va pouvoir continuer ses recherches passionnantes, plus autour de... Alors, au départ, tu étais en postdoc sur la rééducation motrice dans la maladie de Parkinson, c'est bien ça? Et donc, biofeedback, neurofeedback, ça a des possibilités assez larges en termes de soins, c'est pas uniquement le TDAH. Donc, on va te laisser nous amener dans cette direction-là. Oui, l'acceptabilité thérapeutique du neurofeedback, ça veut dire quoi? On va aborder la question. Bonjour à tous et merci pour cette présentation, François. Donc, j'ai un petit peu modifié le titre de la présentation qui parlait à l'origine d'engagement thérapeutique, mais on va le voir, je vais revenir sur cette notion et comment elle s'articule avec l'acceptabilité et l'acceptation du neurofeedback dans un cadre thérapeutique. Donc, en effet, comme le demandait François, qu'est-ce que l'acceptabilité, qu'est-ce que l'acceptation ? Tous ces différents termes reposent sur la notion d'adoption. Donc, l'adoption d'une thérapie, c'est la décision d'une personne ou d'une société d'accepter et d'utiliser cette dernière. Donc, ce processus d'adoption, il est composé de 2 phases successives au cours desquelles donc, la volonté explicite d'utiliser cette thérapie, elle est évaluée. Donc, la première, elle est dite d'acceptabilité et elle est évaluée avant tout processus thérapeutique. Et la seconde, appelée acceptation, est évaluée après le début de la thérapie, une fois que la personne a déjà connaissance de cette dernière. Donc, l'acceptabilité et l'acceptation conditionnent l'engagement dans le processus thérapeutique. Et dans le cas des thérapies fondées sur le neurofeedback, l'adoption de la thérapie, elle repose sur l'adoption de la technologie du neurofeedback qui sont utilisées. Et donc, je vais vous parler de modèles d'acceptation de technologie, pas particulièrement thérapeutiques. En fait, il y en a très peu des modèles d'acceptation thérapeutique. Donc, je vais me concentrer plus sur l'acceptation de la technologie et comment on peut l'appliquer au contexte du neurofeedback et plus spécifiquement dans des applications cliniques. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va adopter une technologie dans notre quotidien? De nombreux facteurs, en fait. Tout d'abord, nos capacités physiques, cognitives, financières, notre conviction que ça va pouvoir nous faciliter la vie, ou en tout cas qu'on va apprécier l'utilisation. La pression sociale aussi, ou encore parfois le sens de l'aventure. Mais alors, comment on fait pour évaluer ces différents facteurs et prédire l'adoption future d'une technologie? Donc, il existe plein de modèles qui existent et qui ont été développés en psychologie, sociologie, ergonomie, pour prédire donc l'utilisation de nouvelles technologies. Mais il y a quand même 2 modèles qui sont prédominants. Le modèle d'acceptation technologique, ou TAM pour Technological Acceptance Model, et le deuxième, c'est le modèle d'acceptation technologique, la théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie, ou UTO. Et donc, ces 2 modèles, ils proposent d'évaluer différentes dimensions de l'acceptabilité. Certaines, elles sont communes et d'autres sont propres à chacun des modèles. Et donc, par exemple, l'UTAM, il introduit 2 notions principales, la notion d'utilité perçue et de facilité d'utilisation, qui sont donc des facteurs de l'acceptabilité qui sont vraiment primordiaux et dont je vais reparler par la suite dans le cadre du neurofeedback. Donc, chacune des dimensions, elle est évaluée à l'aide de phrases pour lesquelles la personne, elle doit dire à quel point elle est d'accord ou non avec cette dernière. Donc, j'ai mis des exemples ici. Par exemple, dans le cadre de l'utilité perçue, on va proposer à la personne la phrase « l'utilisation du neurofeedback améliorerait ma capacité à… » Et là, il faut bien sûr adapter en fonction du contexte d'utilisation du neurofeedback. Donc, dans ce cas-là, la capacité à se déplacer. Et donc, la personne va devoir dire si elle est d'accord ou pas avec cette phrase. Et donc, encore une fois, l'utilisabilité perçue et la simplicité d'usage, c'est 2 facteurs qui sont principaux pour évaluer l'acceptabilité, mais ce ne sont pas les seuls.
Les modèles introduisent d'autres facteurs, notamment relatifs à l'influence sociale, comme je vous parlais dans la diapo juste précédente, où en effet, la pression sociale, par exemple, peut avoir une influence importante sur l'acceptabilité de différentes technologies. C'est également des facteurs qui sont relatifs aux convictions des personnes. Alors là, ça représente un ensemble de facteurs très divers, regroupant différentes choses comme l'auto-efficacité, l'anxiété face à l'informatique, etc. Donc tous ces facteurs, ils sont influencés par les caractéristiques de la technologie et ils influencent le comportement d'adoption face à cette dernière. Bon, mais alors pourquoi évaluer l'acceptabilité ou l'acceptation, et en particulier celle du neurofeedback? Je vais reprendre un petit peu une notion qui a été abordée par Pierre Philippe ce matin, mais d'après une étude menée aux États-Unis, 70% des projets d'aide à domicile restent au stade expérimental ou à l'état de prototype. Et donc, ce transfert qui ne se fait pas entre la recherche et la pratique, elle est probablement au moins en partie liée à un manque d'acceptabilité de ces différentes pratiques. Et Pierre Philippe et Jean-Arthur en ont parlé un petit peu ce matin. Et donc, c'est important d'évaluer l'acceptabilité du neurofeedback en amont afin de faciliter le transfert de cette technologie. Car cela conditionne donc le transfert des laboratoires à une pratique qui est clinique. Et ça permet également de déterminer quelle est la propension des personnes à utiliser ces thérapies et ce qui est nécessaire, également parce que les technologies de rééducation, elles peuvent être nombreuses selon les domaines d'application. Il est donc important d'étudier l'acceptabilité du neurofeedback non seulement seul, mais également en comparaison avec ces différentes thérapies qui sont proposées afin de mettre l'accent sur ce que le neurofeedback peut proposer de nouveau par rapport à ces dernières. Et on s'est beaucoup concentré sur l'efficacité du neurofeedback, ce qui est important et ce qui est bien sûr très lié à l'acceptation de ces technologies, mais avec les preuves de cette efficacité qui commencent à s'accumuler dans la littérature, il est bien nécessaire d'étudier également l'acceptabilité d'une thérapie, parce qu'une thérapie, elle peut être très efficace et pour autant pas du tout acceptable par la population. Donc, en plus d'évaluer l'adoption, l'évaluer l'adoption, ça permet également de mieux comprendre ce qui fait qu'une technologie, elle n'est pas adoptée, l'inverse de l'adoption. Qu'est-ce qui fait que des personnes elles cessent d'utiliser une technologie? Est-ce que c'est à cause de l'aggravation de sa capacité physique? Est-ce qu'il s'agit d'un manque de fiabilité, d'un manque d'entraînement, d'un manque de présence sociale, comme en parlait Jean-Arthur? Donc, ça permet également potentiellement de mieux cibler les personnes qui vont pouvoir bénéficier de la thérapie et potentiellement d'en adapter les caractéristiques. Donc, ainsi, évaluer l'acceptabilité, ça pourrait conduire à différentes recommandations spécifiques, telles qu'un besoin de renforcer l'apprentissage, proposer un support social. Alors maintenant que j'espère vous avoir convaincu qu'il était important d'évaluer l'acceptabilité et l'acceptation du neurofeedback, qu'est-ce qu'il en est réellement actuellement? En fait, c'est une notion qui est relativement négligée dans le neurofeedback. Il y a très peu d'études qui ont été menées. Une seule étude dans la littérature a été réalisée par Walbring et ses collègues en 2013 et ils étudiaient entre autres l'acceptabilité du neurofeedback. Et donc les auteurs, ils déclaraient alors qu'aucun des articles qu'ils avaient inclus dans leur étude ne mentionnait de modèle d'acceptation validé, qui a été validé. Et donc, pour rapporter des résultats, ils ont récupéré des phrases des articles précédents et ils les ont mis en relation avec des facteurs d'acceptabilité présents dans des modèles validés. Et donc, ils en déduisaient, par exemple, que la facilité d'utilisation, c'est un critère d'acceptation important pour le neurofeedback parce qu'il y avait plusieurs auteurs qui l'avaient mentionné dans des études précédentes. Et donc, à notre connaissance, un état de l'art concernant l'acceptabilité du neurofeedback évalué à l'aide de questionnaires et de modèles qui ont été validés, ça n'avait encore jamais été fait.
Et c'est donc ce qu'on a voulu faire, une étude de la littérature sur l'acceptabilité du neurofeedback évaluée à l'aide de questionnaires et modèles validés. Et donc, c'est des travaux que j'ai menés dans l'équipe de Camille Genet avec la collaboration d'Élise Grevet et Hakim Si Mohamed. Et pourquoi est-ce qu'on s'est concentré sur des modèles et des questionnaires validés qui ont fait donc l'objet d'une étude dédiée avec une population qui est représentative? Eh bien parce qu'il y a bien des études précédentes qui ont essayé d'évaluer l'acceptabilité du neurofeedback à l'aide d'une ou deux questions, mais comme je vous l'ai dit, l'acceptabilité et l'acceptation, ça regroupe, ce qui peut décider de cette acceptabilité et l'acceptation, ça regroupe un ensemble de facteurs qui sont très importants. Et donc, évaluer à l'aide d'une ou deux questions, ça ne permettait pas d'avoir une vue d'ensemble de cette acceptation-acceptabilité. Voilà. Donc, pour réaliser cette étude, on a tout d'abord récupéré une liste de 55 articles principaux sur des questionnaires et des modèles d'acceptabilité. Et ensuite, on a cherché dans différentes bases de données, Scopus, PubMed, Web of Science, dans les articles dans notre domaine, donc interface serveur-ordinateur et neurofeedback, qui citaient donc ces différents modèles d'acceptabilité et ces questionnaires. Et seuls les articles qui rapportaient des résultats expérimentaux sur l'acceptabilité du neurofeedback basés sur un ou plusieurs questionnaires d'acceptabilité validés ont été inclus dans notre étude. Bon, mais avec ces critères, seulement 4 articles ont été inclus dans notre revue. 2 d'entre eux, ils évaluent l'acceptabilité et 2 évaluent l'acceptation de la technologie. Donc, si vous vous rappelez, ça veut dire qu'il y en a 2 qui évaluent ça avant, qui évaluent l'adoption avant l'utilisation et 2 après. D'autre part, donc, les objectifs et les protocoles, ils sont très différents. Il y avait notamment 2 papiers qui étudiaient ça sur une population qui est neurotypique et 2 autres avec des personnes qui avaient des atteintes de la moelle épinière. Donc, avant même de pouvoir rentrer plus dans les détails des résultats de ces études, on savait déjà que 4 articles, ça représentait beaucoup trop peu de données et de contexte d'utilisation du neurofeedback avec des protocoles et un contexte d'utilisation, encore une fois, trop différents pour pouvoir conclure sur l'adoption du neurofeedback. Bon, cependant, les résultats rapportés, ils restent quand même encourageants. Tout d'abord, les résultats sur l'acceptabilité, ils indiquent que le neurofeedback, il a été perçu comme a priori utile à 80%. Donc, ça veut dire que à peu près les gens, s'ils avaient dû noter l'utilisabilité, ils auraient dit que c'était relativement utile. Donc ça, c'était dans un contexte de gestion de la douleur dans un handicap moteur. Et ils jugeaient une facilité d'utilisation de 30%, donc avec un a priori relativement négatif sur la facilité d'utilisation de ces technologies. Et les participants, ils rapportaient qu'ils donnaient la priorité à des thérapies qui étaient efficaces, faciles d'utilisation et qui n'avaient pas un impact trop important sur leur confort personnel. Et enfin, ils donnaient moins d'importance au poids du système, sa durabilité et le professionnalisme du service. Et donc, les résultats sur l'acceptation, donc a posteriori, ils sont relativement cohérents par rapport à le neurofeedback qui a été perçu comme 84% pour des personnes neurotypiques pour parcourir un manuel d'instruction. Par contre, les résultats sur la facilité d'utilisation, ils ont l'air de varier. Donc, a priori, les personnes trouvent le neurofeedback facile d'utilisation a posteriori à 80%. Bon, par contre, bien sûr, on ne peut rien en conclure. Cette différence, elle est probablement seulement liée à des protocoles très différents. Et d'ailleurs, on a fait une étude avec Camille Benaroche et beaucoup de personnes présentes dans l'Assemblée où on demandait, merci, on faisait utiliser du neurofeedback à une personne qui avait une atteinte de la moelle épinière qui trouvait l'effet exactement inverse, que le neurofeedback était finalement bien plus difficile d'utilisation que ce qu'il pensait a priori. Donc, et enfin, peut-être les résultats les plus intéressants de notre étude, ils indiquent qu'il y a plusieurs influences sur l'acceptabilité et l'acceptation du neurofeedback. Tout d'abord, la présence d'un soutien social par les chercheurs, les soignants et encore les cliniciens, ça semble particulièrement intéressant dans un contexte clinique.
Et il était rapporté que le temps dédié par une personne aidante conditionnait le temps d'utilisation du neurofeedback. Il a été également mentionné le fait que la présentation d'objectifs clairs et le fonctionnement du neurofeedback étaient particulièrement importants à réaliser avant toute utilisation de la technologie. Et enfin, des sentiments négatifs à l'égard de la technologie avaient un impact très important sur la non-adoption de la technologie. Donc, par sentiment négatif, ce qui était évalué, c'était surtout l'a priori, donc les connaissances préalables des personnes concernant la technologie. Donc là, ce qui vient inciter à faire plus de médiation sur ce que sont les technologies du neurofeedback, ce que sont les thérapies dans la population générale. Donc les conclusions de cette étude. Les conclusions, c'est tout d'abord bien sûr qu'on manque de résultats et qu'il faut que des résultats supplémentaires sont nécessaires. Et ces résultats supplémentaires concernant l'acceptabilité et l'acceptation, ils doivent concerner à la fois des contextes d'utilisation différents, parce que bien sûr, ces variables, elles vont être différentes en fonction de leur contexte d'utilisation. Elles vont être différentes en fonction des protocoles qui sont utilisés, la présence d'un support social, le retour sensoriel qu'on va fournir aux personnes, etc. Tout ça, ça va venir influencer cette adoption des technologies. Les populations, l'influence des populations va être importante aussi, selon leur culture, selon leur profil personnel et thérapeutique. On sait par exemple que l'âge, ça a une influence sur l'adoption des technologies, les personnes jeunes ayant plus tendance à accepter des nouvelles technologies que des personnes plus âgées. Enfin, avec l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans la thérapie, ce qui inclut bien sûr le thérapeute, mais également l'ensemble du personnel médical impliqué, le patient et également tous ses aidants, les personnes qui vont être amenées à côtoyer ces différentes technologies. Et également, le manque de résultats nous a amené à nous poser la question de comment ça se faisait que aussi peu de personnes aient étudié cette acceptabilité de ces technologies. Et on a fait l'hypothèse que c'était probablement aussi lié au fait que des modèles et questionnaires spécifiques à notre domaine n'existaient pas. Donc en effet, je vous ai présenté des modèles qui sont génériques et validés, qui sont bien sûr très importants à prendre en compte dans notre contexte de recherche. Toutefois, ils sont le résultat d'études sur des technologies qui sont très différentes de la nôtre, et donc avec des facteurs d'acceptabilité qui sont probablement aussi un peu différents des nôtres. Et donc, ça nous a mené à une étude supplémentaire, à une recherche en plus, où en se fondant sur notre connaissance du neurofeedback ainsi que bien sûr une étude de la littérature, on a constaté donc que ces modèles génériques existants, ils ne permettent pas de prendre en compte tous les facteurs de l'adoption du neurofeedback. Donc notre objectif, ça a été d'en concevoir un plus spécifique à notre domaine, et pour ça, donc, on s'est fondé sur les modèles de TAM et de LUTO dont je vous ai parlé précédemment. Donc il y a plusieurs versions, d'où les petits numéros à côté. Et donc on a analysé les différents facteurs afin de vérifier s'ils sont adaptés, applicables au contexte du neurofeedback, selon le contexte d'utilisation. Et on a ajouté donc des facteurs qui nous semblent importants d'évaluer dans le cadre du neurofeedback pour en déduire un nouveau modèle, donc des facteurs que Jean-Arthur a un petit peu présenté tout à l'heure également. Alors, comme vous pouvez le voir, notre modèle il est très détaillé afin d'être applicable à la majorité des contextes d'utilisation du neurofeedback. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire chacun des facteurs un par un. Je vais vous présenter surtout l'ensemble du modèle. Je vais vous faire une description plus d'ensemble. Donc, on garde des facteurs des modèles TAM et UTO, tels que donc, les deux précédents que je vous ai déjà présentés, l'utilité perçue, la facilité d'usage. On vient ajouter différents facteurs, tels que la dimension de support social, dont les études précédentes montrent une influence sur l'acceptabilité et sur l'entraînement général au neurofeedback. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans l'un de ces facteurs qui se trouve à gauche. Et donc, même si ce modèle peut être un petit peu effrayant parce qu'il est très détaillé, il est flexible et il s'adapte selon les cas d'utilisation.
Donc ainsi, tous les facteurs, ils n'ont pas forcément d'intérêt à être évalués selon les contextes d'utilisation. Donc par exemple, si l'utilisation du neurofeedback qui se fait dans un contexte clinique où l'installation est réalisée par le personnel médical, dans ces cas-là, il y a certains facteurs qui ne sont pas pertinents d'évaluer et donc la taille du modèle diminue. Et donc, afin de maximiser l'acceptabilité de notre outil et son transfert pratique à un maximum de personnes qui expérimentent ou se servent du neurofeedback, on a développé un site internet qui permet de télécharger un questionnaire qui soit adapté à son propre cas d'utilisation. Donc, ce site, malheureusement, on avait espéré qu'il soit en ligne pour aujourd'hui. Malheureusement, ça devrait pas tarder. On espère d'ici quelques jours. Donc, ce site, il sera normalement bientôt disponible et donc je vais pas vous le montrer, tant pis, ça va prendre temps. Mais en gros, ça vous permet de sélectionner les différents critères de votre étude. Est-ce que c'est une étude clinique? Est-ce que la personne, elle va avoir installé elle-même le casque? Bon, on pose quel est exactement le contexte d'utilisation du questionnaire afin de pouvoir personnaliser les différentes questions. Je vous montrais tout à l'heure une phrase avec le contexte d'utilisation de ça va m'aider à améliorer ma capacité à marcher. Toutes ces phrases, donc il faut les adapter à notre propre contexte d'utilisation et donc c'est ce que permet de faire notre outil. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous encourager à l'utiliser par le futur et puis à nous tenir au courant. Et voilà, je vous remercie de votre attention. On peut prendre un petit peu de temps pour des questions. Et alors, tout de suite, moi, je me dis, donc, dans les études stimulation transcrânienne, RTMS, il n'y a pas du tout d'outils, de questionnaires qui ont déjà été développés sur acceptation, acceptabilité. Je regarde Monsieur Électricité de la Côte Basque. Spécifique, non. Mais dans le PRM Modisco d'Anne Sauvager, il y a effectivement la question d'acceptabilité au niveau des traitements. Il y a BMQ, questionnaire, enfin, c'est évalué, mais ce n'est pas spécifique à la technologie TDCS, RTMS. Et du coup, effectivement, ça donne envie de voir s'il y aurait une version qui pourrait effectivement être applicable, d'autant qu'un des projets de la RTMS, c'est les Canadiens qui le portent, c'est que ce soit aussi une version d'entrée à la maison, comme les PPC, mais pour une semaine peut-être. Donc, s'il y a une version... Le message est passé. J'avais une question pour faire le lien avec aussi l'interaction thérapeute-patient, donc le topo de Jean-Arthur. Concernant le biais d'acceptabilité, enfin l'acceptabilité aussi des thérapeutes dans la limite de diffusion du neurofeedback, est-ce que vous questionnez aussi éventuellement justement l'acceptabilité des thérapeutes de la technique? Par exemple, pour citer mon exemple personnel, en tant que psychiatre libéral, dans le cas du TDAH, je viens ici notamment pour peut-être combattre mes propres représentations et biais. Est-ce que ce n'est pas un biais, un obstacle justement qui peut être vraiment pris en compte dans le cadre de cette évaluation? Oui, bien sûr. Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est à quel point c'est important d'évaluer l'acceptabilité des thérapeutes pour ça, hein. Oui, par rapport à le coût, le temps, les questions que effectivement présentées par rapport à la technique et puis question même. Oui, on est convaincu que c'est extrêmement important d'évaluer non seulement l'acceptabilité et l'acceptation des patients, mais bien sûr des thérapeutes qui, eux, vont faire le choix ou non de proposer ces thérapies. Et donc, ça fait partie, bien sûr, des choses qui sont importantes. Et donc, je n'ai pas plus développé, mais en fait, on est actuellement en train, avec Élise Grevet, qui, je crois, est partie maintenant, mais de faire des études justement sur l'acceptabilité de l'utilisation du neurofeedback pour la rééducation motrice des personnes qui ont eu un AVC. Et l'objectif, c'est également de le faire avec des personnes qui ont une rééducation motrice pour la maladie de Parkinson. Et dans ces contextes, on évalue non seulement l'acceptabilité auprès des patients, mais également auprès des thérapeutes, parce que bien sûr, ça va conditionner beaucoup le transfert de ces technologies. Simplement, ce qu'on peut peut-être se dire, c'est que peut-être que les neurologues sont plus ouverts que les psychiatres et les psychologues, je ne sais pas. Non, 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 on ne peut pas dire ça. Non.
On répond même pas. Non, mais sauf nous, hein, bien sûr. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question pour Jean-Arthur, du coup. Merci pour la présentation. Et en fait, c'est tes tout derniers slides, tu montrais ce concept de interbrain plasticity. Je ne connaissais pas du tout, et je trouve ça vachement intéressant. Et du coup, ça m'a fait poser la question, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que pour le neurofeedback, plutôt que de faire du neurofeedback classique où on doit chercher un biomarqueur qu'on ne sait jamais ce qu'il faut qu'on prenne, est-ce qu'on ne devrait pas faire du neurofeedback de l'interbrain synchronization avec un thérapeute directement? Ah ben, c'est ça qu'on va voir avec Guillaume, je pense, parce que l'idée dans ces études en neurosciences interbrain, c'est que la cognition sociale, elle ne se passe pas dans le cerveau de quelqu'un, mais dans les intercerveaux des gens. Et ça, c'est différent quand on commence en neurophysiologie à modéliser non pas simplement les dynamiques cérébrales. Alors, on est passé de localisation à un réseau, puis maintenant on se dit le réseau, c'est le réseau de réseaux avec des cerveaux connectés, quoi, qui sont connectés par des trucs qui ne sont pas mystérieux, mais qui sont des interactions sociales, quoi. Et donc, quand on commence à modéliser ça, on se dit qu'on aura peut-être des biomarqueurs à cibler en neurofeedback qui seraient des biomarqueurs qu'on isolera en temps réel de l'interaction. Je regarde en même temps Vincent, j'imagine Vincent avec ses patients hyper actifs au potentiel en train de faire comme ça, tu vois. Ils font déjà ça, mais ils font ça sans les électrodes. Donc, après, ils font ça avec des électrodes sur la tête. Alors, c'est fictionnel et l'idée, ce n'est pas qu'on veut porter ça. Parce qu'en fait, on n'est pas des technologues qui veulent réduire la relation à des électrodes sur la tête. Par contre, ça soulève l'importance d'être attentif, c'est ça que j'essaie de dire à la fin, attentif au fait que la cognition sociale existe, qu'elle implique des interactions et qu'elle est essentielle dans l'acte thérapeutique et qu'en fait, elle a des traces physiologiques qu'on peut aller modéliser, appréhender, et ça renforce l'idée que ce qui se passe dans un cabinet de psychiatre, c'est pas ni de la parapsychologie, ni de la suggestion imposatrice, quoi. Tu vois, de psychologie positive, ça va aller bien, etc. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Après, je te réponds en me posant une propre question, je fais comme ça. Genre, Arthur, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, mais c'est pour ouvrir le débat, c'est enfin, on ne sait plus comment trop voir l'effet placebo quand on fait ça, et peut-être je peux à François lui demander son avis, parce qu'en fait, quand tu commences à te dire que l'impact des interactions du social support, du compétent partenaire est un élément fondamental dans l'acte thérapeutique, ben, tu réinjectes quelque chose de non spécifique à la prise en charge, par rapport à l'action spécifique qui est censée être le modèle pharmacologique, une molécule qui vise un récepteur ou, quand c'est appliqué au neurofeedback, un protocole de neurofeedback qui vise un signal donné, enfin un paramètre G donné. Tu réinjectes quelque chose de complètement non spécifique qui était extrêmement puissant, qui est non spécifique, mais qui a des variables quand même spécifiques quand on voit des modèles comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut plus parler d'effet placebo, c'est plus une black box placebo, c'est qu'en fait, on devient une approche du placebo, et donc je me demande si on n'est pas en train de répondre à la question de Robert Thibault. Ça, c'est le super placebo, en fait, peut-être. Pour aller dans ton sens, nous, on a initié une étude qui devrait normalement aboutir, si on a de la chance et si tout se passe bien, d'ici 2 à 3 ans, pour répondre à cette question. Mais la base, ça va être d'utiliser des gros algorithmes de machine learning pour arriver à faire du disentangling des différents paramètres. Et c'est effectivement extrêmement complexe, parce que ce qui est sous-jacent aussi, c'est le fait que quand on parle d'effet placebo, on ne sait pas encore très exactement ce que c'est. Il y a une publication très récente sur l'effet placebo et le système dopaminergique, qui était assez sympa, qui montrait que l'effet placebo avait un rapport avec le fait de stimuler le circuit de la récompense. Oui, mais de plus en plus, on se rend compte que l'effet placebo a des vrais effets neurophysiologiques et qu'on peut le contrôler, quoi, en fait. Et du coup, on faudrait qu'on trouve un autre terme que placebo, parce que c'est pas que l'effet qu'il faut essayer de contrôler, mais enfin contrôler dans un essai contrôlé randomisé, mais c'est un effet qu'on peut essayer de considérer comme un effet spécifique modélisable. Du coup, c'est l'acte thérapeutique, quoi. Mais oui, je pense qu'il ne faut plus parler d'effet placebo. Ouais. Après, je pense que au sein, alors je ne sais pas s'il faut dire effet non spécifique, et dans ces effets non spécifiques, il y a ce qu'on appelle aussi en psychothérapie l'effet prise en charge, qui en réalité, enfin, ce qui était décrit, est réduit au bout de 3 mois
Notamment en TCC, on dit qu'il faut vraiment évaluer qu'à partir de 3 mois l'efficacité, parce que sur les trois premiers mois, c'est vraiment l'effet prise en charge. Alors, c'est là où ça devient très compliqué. Est-ce que cet effet dopaminergique et motivationnel, est-ce qu'il s'estompe dans le temps ou pas? Mais ce qu'on peut se dire, c'est que l'alliance thérapeutique, au contraire, elle ne va pas s'estomper. Donc, c'est de plus en plus de questions. Ouais. Tu veux, Pauline? Merci. Du coup, moi, je voudrais challenger un peu ton propos. Et en fait, je me demande parce que, par exemple, sur les études neurofeedback en IRM, on voit que souvent, en tout cas, c'est ce que présentent les gens maintenant, notamment Michelle Thompson, etc., des gens plutôt aux US, qui montrent que les effets qu'ils observent, ils les observent après, mais bien après, dans le follow-up, après les entraînements en neurofeedback. Donc, pas tout de suite. Par exemple, s'ils font une cure de 3-4 semaines ou 4 sessions, et en fait, ils observent les effets à 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est vraiment l'alliance thérapeutique qui joue quelque chose, et est-ce que le but ultime, c'est pas plutôt que le patient tout seul chez lui, en face de son écran ou avec son casque de neurofeedback ou je sais quoi, il apprenne lui-même à réguler ses comportements et finalement, il n'a pas besoin de thérapeute. Sauf pour initier le comportement, enfin, ou la régulation des émotions. En fait, pour faire un parallèle très simple par rapport aux psychothérapies classiques, si vous voulez, vous pouvez aller sur Internet, vous allez trouver tous les secrets des psychothérapeutes cognitivo-comportementaux et vous pouvez vous soigner tout seul. Il suffit de chercher et au bout de 10 minutes, vous savez comment vous soigner, mais il n'y a aucun patient qui le fait. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui initie avec une alliance thérapeutique la démarche, la volonté de le faire. Et à ce moment-là, effectivement, ils font des tâches à domicile et ils guérissent. Mais là... Alors, je ne peux pas m'empêcher effectivement d'être stimulé par votre discussion et qui me fait rebondir sur l'idée, effectivement, l'effet de prise en charge, l'effet de l'alliance, l'effet d'intersubjectivité, effectivement, c'est fantasme, cette idée de pouvoir modéliser effectivement ce facteur, d'en faire un facteur spécifique, pouvoir mieux le nommer. Bon, à travers mon expérience clinique, j'ai quand même l'impression qu'on a des techniques. En TCC, on assume le côté effectivement d'utilisation des techniques, des outils, qui soient machine ou technologie, l'effet d'apprentissage et de plasticité cérébrale, c'est très bien intégré. Néanmoins, l'intersubjectivité participe de l'attachement, simplement. J'ai l'impression que ça serait fantastique de pouvoir, utopique, j'en sais rien, de modéliser finalement, d'en faire un facteur spécifique de ce facteur de l'attachement, en termes et à quel moment finalement un outil devient finalement un facteur de médiation, finalement, de représentation de ce lien qu'il a eu avec le thérapeute, parce qu'il utilise un outil, parce que ça fait aussi sûrement appel à un moment de l'existence dans sa thérapie, une sorte de, je ne vais pas psychanalyse non plus, un objet transitionnel, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui fait lien, quoi, finalement. Et est-ce que derrière tout ça, il n'y a toujours pas, finalement, ce circuit-là qui est actif à travers cet outil, et est-ce qu'on pourrait l'objectiver à travers des activations cérébrales? Ce n'est pas mon domaine. Ça serait... C'est étonnant que tu parles d'attachement parce que Guillaume Dumas, qui nous parlera cet après-midi, est spécialiste de l'autisme et des dynamiques EEG dans l'autisme où les interactions sociales et l'attachement fait partie des problématiques. Donc, en fait, tu viens de me mettre un lien cohérent. Je me disais pourquoi il fait de l'interbrain neurofeedback et en même temps de l'autisme interbrain. Peut-être cette dimension d'attachement est essentielle. Et je pense que c'est là, en tout cas, de l'acceptation à l'attachement, tu vois, si tu allais un pas de plus vers l'aspect psychiatrique. Mais c'est sûr qu'on ne peut plus utiliser le mot placebo. Mais pour autant, il faut garder vigilant parce que c'est toujours la frontière qu'on a du mal à qu'on essaye de tenir, c'est que tout ne peut pas se mettre dans le truc un peu miraculeux de l'attachement, de l'acceptabilité, de la relation, tout ça. C'est-à-dire que... Ouais, vas-y, soutiens-moi. Parce que pour autant, des essais contrôlés randomisés sont essentiels parce qu'il y a quand même un effet spécifique de certains paramètres cérébraux, biomarqueurs, qu'ils soient plus ou moins simples, qui est essentiel. Mais ce qu'on essaye de tenir, c'est que c'est pas parce qu'on a fait un essai contrôlé randomisé qu'on vise un marqueur qui semble assez spécifique de la pathologie qu'on doit mettre de côté que cet effet passe aussi ou est amplifié de manière synergique ou additionnelle, mais que ça amplifie l'effet. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les antidépresseurs marchent à 0,3 de taille d'effet, que l'effet placebo c'est peut-être 0,5, j'en sais rien, qu'on ne va pas prescrire d'antidépresseurs.
mais qu'on va faire les deux, et faire que l'effet prise en charge en disant mais ça marche à peu près, ça c'est pas convenable non plus, quoi. Mais par contre, chercher à le modéliser et savoir comment l'amplifier, ça, du coup, on fait sauter l'idée que c'est rien qui se passe, quoi. Et donc, on avance et on réintroduit la prise en charge dans une compétence technique qui est la nôtre, quoi. Alors, je pense que maintenant, il va falloir, dans toutes les maternités, mettre un appareil de neurofeedback, comme ça les enfants vont s'attacher. Ouais. Merci. Moi, j'avais juste une petite réflexion, puis une question. En fait, la réflexion, c'était par rapport à un projet alors c'était à un autre niveau, c'était au niveau comportemental. En fait, il y avait une étude qu'on faisait avec une équipe de Montpellier sur la synchronie motrice et l'alliance thérapeutique et observance à distance, en fait. Et on voyait des choses avec des modélisations, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais entre ce qui se passait entre le thérapeute et le patient au niveau de la synchronie motrice, donc juste à un niveau moteur. Et juste la question, moi, que ça me pose aussi, c'est, on parle beaucoup finalement du groupe contrôle, et j'ai l'impression qu'en neurofeedback, ça a l'air compliqué quand même. Depuis ce matin, on réfléchit, on voit qu'il y a beaucoup d'études où il n'y a pas de groupe contrôle. Enfin, je ne sais pas comment il faudrait modéliser, vous qui avez plus d'expérience peut-être que moi du neurofeedback, de comment imaginer des groupes contrôle qui soient vraiment valides et utiles à montrer les effets qu'on veut avec ces outils, quoi. Mais, je ne sais pas si tu as... La bonne nouvelle, c'est qu'avec un groupe contrôle, l'attachement au thérapeute est normal, à condition que ce soit double blind, que personne ne soit au courant de exactement quel est son rôle dans l'étude, enfin, quel est le groupe auquel il appartient. A priori, l'attachement se fait pareil pour le groupe contrôle. Moi, je pense que ça serait prendre une variable. Enfin, il y en a plein de protocoles différents. L'idée de prendre une autre variable qui est censée être spécifique d'un autre processus cognitif et de voir s'il y a ce qu'on avait fait sur le G-Copia qu'on avait fait, c'est non pas de faire un sham qui modifie rien, mais si on prend un marqueur qui est plutôt sur les dynamiques émotionnelles, sur les régulations émotionnelles, un marqueur plutôt sur les processus attentionnels, même si l'attention et les émotions c'est relié, mais on s'attend à ce que le protocole, tout bien encadré avec des effets d'acceptabilité, d'engagement fort sur un marqueur plutôt attentionnel, agisse plus sur les variables attentionnelles et celui plus sur les variables émotionnelles, plus sur les variables émotionnelles. Et c'est ça. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est on prend un truc variable émotionnelle et on compare à un groupe où il n'y a rien, mais dans les deux cas, on ne contrôle pas qu'il y a l'acceptabilité. Donc en fait, on est en train de dire, et on dit c'est pas différent. Donc l'idée, ça serait de contrôler dans les deux cas fortement l'acceptabilité et de faire l'hypothèse que quand on cible un paramètre qui est relié à un mécanisme, on modifie ce mécanisme. Je suis entièrement d'accord, et c'est vrai que même pour les groupes contrôle, on vérifie assez peu. Je réalisais ça en t'écoutant, mais on vérifie assez peu, même si on donne une autre cible à la personne à moduler, on ne vérifie pas qu'ils ont réussi à moduler cette autre cible. Et donc finalement, la motivation, l'engagement, l'acceptation de la technologie est la même dans les deux groupes. Je me permets juste de rebondir. Enfin, j'ai deux remarques par rapport à tout ça. Je crois que je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment autour de la relation entre le thérapeute et le patient. Je crois qu'il faut qu'on soit décomplexé par rapport à ça. Enfin, ça existe. La relation va induire un effet thérapeutique. Et il faut savoir que quand vous prescrivez un antihypertenseur et que vous y croyez, ça marche mieux que quand vous n'y croyez pas. Et donc, ça, c'est valable, qui soit spécifique. Il faut effectivement le contrôler. Les designs voilà, de sham, on doit aussi avoir cette... dans les essais randomisés, c'est aussi dans le groupe placé, sham. Ensuite, il y a des réflexions plus spécifiques autour de qu'est-ce qu'on considère comme étant un groupe contrôle avec soit un contrôle actif ou quelque chose de beaucoup plus passif. Mais ça, c'est des discussions qu'on a pu avoir dans les autres journées. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Pauline et un petit peu la discussion que j'avais eue avec Pamela tout à l'heure, c'était autour... Il y a une question aussi qu'on n'a pas trop abordée et qui me semble assez centrale dans cette transition qu'on doit faire entre les aspects scientifiques autour du neurofeedback et que ça devienne une thérapeutique. Il y a cette question de taille d'effet. Et on discute beaucoup de la spécificité, mais on discute pas trop, peu, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de data, mais de puissance.
et qu'il n'est pas impossible qu'il faut qu'on raisonne autour de la dose, du nombre de séances, de la durée, des aspects d'apprentissage, de garantir tout ça, de façon à ce que peut-être on puisse avoir des protocoles et des études plus puissantes et finalement de peut-être, je ne sais pas, hein, je pose l'hypothèse, mais de peut-être avoir un peu moins à discuter des facteurs un peu bruités autour qui là pour le coup ont peut-être une taille d'effet qui est équivalente à celle qu'on met en évidence avec les faibles échantillons qu'on a. Alors ça, c'est de la discussion vraiment purement méthodologique. Dans les aspects très concrets des protocoles, c'est plus compliqué, mais je crois qu'il y a sans doute une réflexion sur la dose aussi à avoir et qu'est-ce qu'on attend derrière ce protocole de neurofeedback. Est-ce que tu dis, ce que tu évoques, Pauline, sur la durée, en fait, le fait que l'effet se mette en place plus tard, il y a sans doute besoin effectivement de servir de ce levier-là de la relation patient-soignant pour l'apprentissage, pour induire quelque chose sur la dimension plus cognitive et comportementale, et qu'ensuite le sujet puisse s'autonomiser avec une forme d'auto-neurofeedback ou je ne sais pas, enfin voilà, pour plus tard en tirer les bénéfices sur le plus long terme, quoi, et avoir plus de puissance derrière. Oui, je voulais juste intervenir sur le fait que je suis surprise, moi, dans toutes les méta-analyses, dans toutes les reviews, on ne rend jamais compte du fait que est-ce que le sujet est capable de reproduire son neurofeedback, et ce, sans feedback, justement. Et donc, comment faire de l'auto-neurofeedback voilà, je suis toujours surprise qu'on n'ait rien là-dessus. Ça se fait pas, c'est pas écrit. Voilà, ce genre de choses. Alors, je sais que nous, on va entamer une étude là-dessus pour justement savoir si l'apprentissage par neurofeedback, est-ce qu'il est conscient, est-ce que c'est pas conscient, comment ça fonctionne, quoi. Ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on avait publié sur l'acquisition de stratégie. Et si effectivement il y a acquisition d'une stratégie, la personne devrait être capable de reproduire la modification sans feedback. Ouais, mais voilà, il y a rien dessus. Enfin, moi, j'ai rien lu. Peut-être que je suis passée à travers, mais curieusement, il y en a eu un petit peu, mais plus en biofeedback qu'en neurofeedback. Ouais, d'accord. Oui, dans les protocoles IRMF de neurofeedback, en plus des runs où il y a un feedback réel, donc le sujet peut s'entraîner essai après essai à réguler ce feedback-là, on fait des runs qu'on appelle de transfert, où là, on leur demande de continuer à réguler, mais cette fois-ci sans le feedback. Donc ça nous permet quand même d'évaluer s'ils continuent à réguler, s'il se passe encore quelque chose au niveau cérébral et en les questionnant au niveau comportemental. Mais dans les articles, en EEG aussi, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils font du transfert, mais en fait, le transfert n'est pas mesuré. Il n'y a pas de mesure du biomarqueur. Il y a une tâche de transfert, mais sans la mesure. Donc, effectivement, il n'y a pas le contrôle, ce qui est dommage. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faudrait que ça soit publié. Et pour répondre également à votre question, j'ai regardé du coup les articles en IRM fonctionnel, et il y a beaucoup d'articles qui justement n'évaluent pas le transfert, mais il y en a qui l'évaluent, mais qui ne donnent pas forcément de marqueurs particuliers sur l'effet du non-feedback, justement. Ils disent juste, on l'a fait, mais c'est tout. Donc moi j'ai deux remarques en fait, c'est sur l'acceptabilité puisqu'on travaille sur les agents conversationnels avec Lucille Dupuis et c'est vrai qu'en tant que technicien et informaticien on a plein d'a priori et en fait on en a mis plein dedans et Lucille nous a fait changer pas mal de choses en étudiant ce que voulaient les utilisateurs et c'est vrai que je rebondis sur ta présentation en disant que c'est important de s'occuper de tout ça. Et qu'en fait, on passe souvent tout ça, surtout au niveau technologique, je me critique moi-même, mais c'est vrai que c'est souvent on passe à côté de ça. Et la deuxième remarque, c'est dans ton schéma, Jean-Arthur, dans toutes les boucles, je pense que tu peux aussi rajouter la boucle entre le concepteur et parce qu'il y a entre le concepteur et surtout en machine learning, parce qu'il y a plein d'a priori, il y a des seuils qui sont faits de façon a priori, et il y a les données qui sont hyper spécifiques, et il y a plein de trucs qui montrent que il y a plein d'études qui montrent que justement dans la reconnaissance faciale, il y a eu c'était que sur des blancs et pas sur des noirs. Enfin, les données sont hyper importantes là-dedans, et surtout vous n'en avez pas beaucoup, donc
Donc je pense que là aussi, il y a une sacrée boucle à mettre dedans. Voilà, c'était les deux remarques que je faisais. On va vous envoyer en pause déjeuner.